Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Notre invité est Leslie Voltaire, c'est le président du Conseil présidentiel de transition en Haïti. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de RF1 et de France 24. Et avec moi pour cette interview, Arnaud Pontus de RFI. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Arnaud Pontus de RFI. Monsieur le Président, je vais commencer par la situation sécuritaire. On estime que 85% du territoire de la capitale Port-au-Prince est actuellement aux mains des gangs. Il y a eu plusieurs massacres de grande ampleur ces derniers mois qui ont frappé l'opinion. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans son dernier rapport sur Haïti, avertit, les gangs pourraient s'emparer de l'ensemble de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, ce qui entraînerait l'effondrement complet de l'autorité de l'État. Il a raison? Je ne pense pas qu'il ait raison. Je sais que la police et l'armée, aidées par la force multinationale de support à la sécurité, à la police haïtienne, est en train de combattre les gangs, non seulement dans la zone métropolitaine, surtout dans les hauteurs à Kinskov, et aussi dans l'Artibonite. Je pense que avec l'annonce du secrétaire d'État Marco Rubio qui dit qu'ils vont continuer à financer la force multinationale. On a eu un apport de 200 Kenyans en plus, de 80 Salvadoriens et de 150 Guatémaltèques. La police va refouler les gangs et on va arriver à les isoler. On nous avait promis 2500 troupes. Nous sommes en train de former des militaires et des policiers. Il y a 3 semaines, on a eu la graduation de 739 policiers en plus. On a un apport en matériel létal des États-Unis et de la France. Je pense que les gangs sont en train de reculer sur certains fronts. Ils attaquent sur d'autres fronts, mais je pense qu'on va avoir une sécurité beaucoup plus prononcée dans la zone métropolitaine. Monsieur le Président, vous parlez de cette mission internationale d'appui à la sécurité. Vous le dites, 800 hommes sur 2500 espérés, ça fait tout de même une très grande différence. Et pour l'heure, au risque de vous contredire, les gangs ne reculent pas. Les gangs ont reculé sur Delma 2. Les gangs reculent dans l'Artibonite. Ils attaquent sur d'autres fronts. Et en plus, non seulement on a 8000 policiers, on a 1 200 000 soldats. Et maintenant, la force multinationale va augmenter. Et ces effectifs vous semblent nécessaires, suffisants en l'état? Ils ne sont pas suffisants. Je pense qu'on est en train de faire du lobby pour augmenter les effectifs. Et la population s'est alliée à la police. Et ils ont commencé à faire des travaux de légitime défense sur les bandits. Et c'est une guerre qu'on a lancée. Et on a lancé un slogan de pacification du pays durant l'année 2025. C'est ce que vous avez dit il y a quelques jours. Et, vous pensez cet objectif tenable, Monsieur le Président? C'est totalement tenable. Je veux quand même en venir à la situation humanitaire, qui est dramatique. 1 million de déplacés en 2024, 3 fois plus que l'année précédente. 2 millions d'Haïtiens en situation d'insécurité alimentaire grave. L'ONU a lancé un appel de fonds pour 900 millions de dollars, mais on sait que les précédents appels n'ont pas été concluants. Est-ce que vous espérez de la communauté internationale, vous avez vu le Pape à Rome, le président français ici à Paris, qu'elle va enfin se tenir réellement aux côtés des Haïtiens? Bon, je crois que le secrétaire d'État américain avait annoncé que le président Trump allait couper l'aide humanitaire, mais hier j'ai vu qu'ils se sont ravisés. Ils ne vont pas couper l'aide humanitaire. Le programme alimentaire mondial est en train de fournir des aliments et des médicaments
à l'Organisation internationale de la migration et l'Organisation nationale de la migration en Haïti. C'est une situation compliquée et difficile, mais je crois qu'on va arriver à un retour au quartier en éliminant les gangs qui contrôlent certains quartiers. Et vous aurez assez d'argent de la communauté internationale, parce que c'est ça le nerf de la guerre. Oui, je pense qu'on aura assez d'argent. Et d'ailleurs, le président Macron vient de m'annoncer qu'il va plaider pour augmenter cette assistance humanitaire. Et pour ce qui concerne l'aide au développement, vous parliez de Marco Rubio il y a un instant, mais l'aide au développement, Donald Trump a bien annoncé sa suspension pour 90 jours. Est-ce que vous craignez les conséquences concrètes pour Haïti dans les semaines qui viennent, de façon très directe et très concrète? Oui, je crains et je dis que ce serait catastrophique. Et est-ce que vous ressentez déjà ces conséquences? Non, pas encore, puisque ça fait à peu près 3 jours qu'il a annoncé ça. Mais je vois que le secrétaire d'État Marco Rubio, il a contredit presque le président Trump en disant que l'aide alimentaire allait continuer en Haïti. L'aide alimentaire, ce n'est qu'une partie de l'aide au développement. Hein. Oui, je sais ça, mais on est en train aussi de travailler avec le FIDA, que j'ai rencontré à Rome, et avec certaines ONG comme le San Egidio à Rome aussi. Et aussi, nous sommes en train de parler à la Banque mondiale, aux Nations unies et à la Banque interaméricaine de développement pour augmenter cette aide au développement. Alors, il y a un autre sujet avec l'administration Trump, c'est celui des annonces par Donald Trump de la déportation massive d'illégaux. On estime qu'il y a environ 1,5 million d'Haïtiens aux États-Unis, 150 000 dans le cadre du programme appelé Système de protection temporaire. Ils risquent d'être renvoyés en masse en Haïti. On a parlé de la situation sécuritaire, de la situation humanitaire. Ça va être un désastre si ça se passe. C'est vrai, et aussi les Dominicains aussi qui rapatrient 10 000 personnes par semaine, et c'est la raison pour laquelle le Programme alimentaire mondial et l'OIM sont en train d'aider le gouvernement haïtien à aider à solutionner ce problème, mais c'est difficile. Quand vous allez voir Marco Rubio dans les jours qui viennent, est-ce que vous allez lui demander, après avoir suspendu évidemment ce qu'on a dit à propos de l'aide, est-ce que vous espérez que sur la déportation en Haïti, il fasse un geste, étant donné votre situation critique? Oui, c'est ce qu'on va lui dire, et d'autant plus que comme c'est un sénateur, un ancien sénateur de la Floride, et qu'il y a beaucoup d'Haïtiens aussi qui ont voté pour lui, je vais aussi parler aux Haïtiens pour qu'ils fassent le lobby auprès de l'ancien sénateur Marco Rubio pour que Haïti soit épargné de ce flux d'Haïtiens qu'ils pensent faire revenir en Haïti. Parlons de la situation et des perspectives politiques en Haïti. Vous avez promis la tenue d'un référendum sur la Constitution ainsi que des élections générales à l'horizon d'1 an à peu près. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, parle d'objectifs compromis. Pensez-vous vraiment pouvoir tenir ce calendrier? Je pense que oui, on peut tenir ce calendrier. On espère que vers la fin avril, vers la mi-mai, on aura un référendum sur la Constitution, et à partir de ce référendum qui dira quelle sorte de conseil électoral on aura dans la nouvelle Constitution, qu'on pourra commencer avec les joutes électorales. On espère que les élections se feront vers la mi-novembre et le deuxième tour vers la mi-janvier, pour qu'enfin, le 7 février, on ait un gouvernement légitime. C'est très rapide quand on fait le constat de la situation sécuritaire aujourd'hui. Mais il faut dire que la situation sécuritaire se trouve surtout en zone métropolitaine et aussi dans un quart de la région de l'Artibonite, qui sont les régions les plus peuplées. On ne peut pas oublier Port-au-Prince. On ne va pas oublier Port-au-Prince. Moi, je pense qu'on aura des élections dans 8 départements qui sont libres de gangs. On aura des élections dans l'Artibonite qui, à un quart, est contrôlée par les gangs. On aura des élections dans la moitié de Port-au-Prince. Les gens qui vivent dans les zones contrôlées par les gangs pourront aller s'inscrire
dans les zones qui sont libres et voter dans les zones qui sont libres. Mais je dois dire aussi que la dernière élection, le président Jovenel Moïse avait réussi avec 500 000 électeurs. Maintenant, on a à peu près 7 millions d'électeurs. Si les élections se font avec 5 millions d'électeurs, le gouvernement légitime, le président ou la présidente, les sénateurs, les députés ou les maires seront beaucoup plus légitimes que le conseil présidentiel que je préside. Monsieur le Président, d'un mot sur cette question, ça veut dire que tous les Haïtiens ne pourront peut-être pas voter, tous ceux qui le veulent, et qu'on ne pourra pas voter partout. Ça, c'est un état de fait que vous admettez d'ores et déjà ? J'admets d'ores et déjà, et j'admets aussi qu'on va essayer de faire voter les Haïtiens qui se trouvent en diaspora pour augmenter le taux de participation, et j'admets aussi que ce sera beaucoup plus légitime qu'un conseil présidentiel qui est issu d'un accord politique. C'est une légitimité sociale et politique, mais ce n'est pas une légitimité électorale. Alors, vous parlez de la légitimité de ce Conseil. Il y a justement un scandale de corruption qui éclabousse 3 de ses 9 membres, accusés d'avoir voulu extorquer le directeur d'une banque. Je crois comprendre qu'il y a eu des pressions des États-Unis, d'autres pays alliés pour que vous les fassiez partir de ce Conseil de transition. Pourquoi est-ce que vous les gardez avec ce soupçon de corruption aujourd'hui ? Vous avez bien dit, c'est une tentative de corruption. Ils sont devant la justice et on n'a pas de provision légale dans cet accord politique pour les expulser du Conseil. Ils sont devant la justice, c'est la justice haïtienne qui doit trancher, pas nous-mêmes. Et donc vous n'allez pas les mettre dehors ? On n'a pas de provision légale pour le faire. Pour refermer cet entretien, vous avez rencontré ce mercredi le président français, Emmanuel Macron. Est-ce que vous lui avez parlé de la restitution de la dette d'indépendance ? Pour ceux qui nous écoutent en un mot, 1825, la France du roi Charles X avait exigé d'Haïti des indemnités au moment de l'indépendance. Est-ce que vous avez demandé à votre homologue le remboursement ? Ce n'est pas moi qui ai demandé, c'est lui qui a commencé à parler de la restitution. Et qui vous l'a proposé ? Et de la réparation. Et il a dit que le 17 avril, qui marquera le bicentenaire de cette rançon, il va faire une déclaration. Et vous pensez que ce sera une déclaration dans le sens d'une restitution ? On parle de 525 millions d'euros ? On n'a pas parlé d'argent, on a parlé de principe, d'une déclaration et qu'on va voir ensemble. Donc les relations sont bonnes aujourd'hui avec le président français ? Sont très bonnes et très cordiales. Vous avez oublié les mots lâchés en novembre dernier qui s'adressait aux membres du Conseil présidentiel de transition ? On n'en a pas parlé et je pense que ce n'était pas de bon ton d'en parler. Merci, Monsieur le Président. Merci. Et merci de nous avoir suivis sur nos 2 chaînes, RFI et France 24.